Alexis Lacroix nous a rejoint. Bonjour Alexis. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur. Merci. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Et à la une cette semaine d'Actualité Juive, les maths. Ça vous étonne comme sujet? Non. Et pourtant, vous savez, il y a un fil juif dans l'excellence en mathématiques. C'est ça d'ailleurs qui nous a décidé à le faire. Et alors, il y avait aussi, indépendamment de l'intérêt intrinsèque du sujet, nous y pensions depuis longtemps avec Yael Semama, avec Laurent Cohen-Coudard, mais c'était la remise des médailles Fields. Voilà, ça c'est l'élément, disons, d'actualité qui autorisait cette programmation à ce moment-là. Mais avec un nouveau lauréat français. Voilà, et un nouveau, qui n'est pas juif, mais enfin, qui illustre le génie mathématique de la France. Alors, notre dossier, il est un peu transversal. La marque de fabrique de notre journal, désormais, nos lectrices, nos lecteurs le savent bien, c'est d'être un pont entre la France et Israël, entre nos deux sociétés. Et nous avons donc fait à ce titre, sur les mathématiques, sur leur actualité, mais aussi sur leur histoire, un dossier profondément franco-israélien. Au fond, en 4 parties. On s'interroge d'abord sur le malaise de l'enseignement de mathématiques en France. Longtemps, les maths ont été un fleuron de l'enseignement français. Certains d'entre nous, d'ailleurs, ont achoppé sur les mathématiques. C'est mon cas. Moi, je peux vous dire, pour détendre l'atmosphère, à partir de la seconde, j'ai vraiment dévissé en mathématiques. Mais c'était l'époque, d'ailleurs, où on était très exigeant dans l'enseignement de mathématiques. C'est pas sûr qu'on le soit autant aujourd'hui, une vingtaine d'années après, je suis pas sûr. Enfin, ce que certains regrettent, d'ailleurs. Voilà, mais donc ça, c'est un des éléments du dossier. On s'interroge aussi sur l'affaiblissement de ce point, disons, de compétence historique de l'enseignement français, qui était l'enseignement des mathématiques. Or, c'est intéressant, ça fait partie de notre thématique, si vous voulez, franco-israélienne. Il y a des points communs avec la situation que connaît aujourd'hui l'enseignement secondaire et même l'enseignement supérieur en mathématiques en Israël. On a interviewé un grand professeur très connu, c'est une sorte de Cédric Villani, si vous voulez, j'allais dire les araignées en moins en Israël. Le professeur Dana Picard, je vous fais rigoler, oui c'est ça. Mais c'est drôle, vous êtes drôle Alexis. Qui est très inquiet, et qui demande justement une revalorisation accélérée du métier de professeur de mathématiques en Israël. Parce que, au fond, mezza voce, en atténué, se posent les mêmes problématiques que dans la société française. Or, pourquoi c'est important pour Israël? C'est important pour la France, mais c'est important encore plus pour Israël. Vous savez bien que dans sa projection de puissance actuelle, l'État juif mise au fond sur 2 choses. On y revient souvent, mais c'est fondamental. Les accords avec une partie des partenaires arabes qui jusqu'ici étaient soit des ennemis, soit dans une neutralité pas bienveillante. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le processus des accords d'Abraham. C'est fondamental. Mais parallèlement, ce processus n'est rendu possible que par l'excellence technologique israélienne, cette espèce de hub technologique de la Startup Nation. Or, si le niveau des étudiants en maths s'effondre, donc vous avez plus de hub technologique. Vous voyez, donc il y a une corrélation étroite entre ces demandes du professeur Dana Picard et le maintien du niveau d'excellence technologique et d'inventivité scientifique, plus largement, de la Startup Nation israélienne. C'est très intéressant. Autre biais intéressant dans ce numéro consacré aux maths, c'est l'intérêt que comportaient des grands maîtres du judaïsme aux mathématiques, justement. Alors, intérêt intéressé, vous vous en doutez, mais du point de vue de la foi, et nous, évidemment, on est très ouverts à tous les courants religieux dans leur diversité. Et vous avez, alors vous connaissez la tradition religieuse de l'intérieur, Steve, vous avez depuis très longtemps, des grands rabbinim d'Israël, peut-être l'un d'entre vous était en train de vous appeler, des grands rabbinim d'Israël. Je ne crois pas, malheureusement. Qui s'intéressent aux formules mathématiques. Pourquoi? Car ils ont la conviction qu'au fond, dans leur étage supérieur de compréhension, les mathématiques reflètent les réalités noétiques, comme on dit en philosophie, c'est-à-dire idéales ou idéales, et qu'elles permettraient de démontrer l'existence de Dieu. Et à ce titre, il faut que je vous dise un mot de Einstein. Einstein, j'étais à la une, hein. Voilà, je l'ai mis à la une. Dans l'édito aussi, je l'ai consacré dans l'édito. Yael Semama a trouvé cette formidable image lithographique, enfin, vous voyez, un peu stylisée de Albert Einstein. Et alors, on sait bien que c'est un physicien, naturellement, mais enfin, c'est une physique d'abord mathématisée. Or, Einstein, ça, c'est très intéressant. Et a priori, c'est un juif laïque, on est bien d'accord. Vous voyez, bien sûr, il vient d'un milieu plutôt traditionnel, mais enfin, ce sont des gens qui se sont émancipés rapidement de la culture religieuse. Pour autant,
Il était absolument conscient, et d'ailleurs j'ai relu pour l'occasion des articles de son recueil qui s'appelle Conception scientifique, il était absolument conscient que sa contribution à la compréhension nouvelle, au fond, des origines de l'univers, au travers de la théorie de la relativité, le Big Bang, permettait de soutenir ou d'étayer, le cas échéant, une vision religieuse du monde selon lequel le monde n'est pas né tout seul, mais a été créé par un créateur. C'est ça qui intéresse les rabbinim. C'est-à-dire que le déplacement de perspective auquel procède cette physique mathématisée du XXe siècle, avec Einstein et avec d'autres, souvent des savants juifs, permet, le cas échéant, de soutenir les preuves de l'existence d'un créateur ou d'une créatrice, enfin plutôt d'un créateur. On parle aussi nombre et statistiques dans l'autre, plus petit certes en taille, mais tout aussi intéressant, dossier que vous consacrez à l'actualité du coronavirus avec donc une interview du docteur Benjamin Davido. Alors il est intéressant Davido parce que ça fait partie des médecins. Alors voilà, il faut distinguer, au fond, ce n'est pas un propos polémique de ma part, mais il faut distinguer deux types de médecins. Les médecins qui ne sont pas spécialistes de virologie et qui s'intéressent à la crise du coronavirus, ça ne veut pas dire que leur parole n'a pas de pertinence. Elle en a, mais ils sont moins spécialistes que d'autres. Voilà. Or lui, c'est vrai qu'à Garches, c'est vraiment son domaine de spécialité. Or, le professeur Benjamin Davido, qui insiste bien sûr sur l'importance des vaccins, notamment des vaccins ARN, souligne aussi, vraiment, c'est pour lui, d'ailleurs, c'est un élément d'incompréhension profonde, souligne aussi qu'il y a une bizarrerie, alors même qu'on sait qu'un nouveau variant arrive en Europe, donc on est en avril, disons, 2022, à laisser complètement tomber, dans la plupart des pays européens, la France n'est pas seule dans son cas, en fait, ce sont des directives européennes qui s'appliquent. Les masques et les gestes barrières. Voilà. Et que donc, il y aurait éventuellement une corrélation entre la flambée actuelle des contaminations et le fait que la plupart des gens, excepté votre serviteur, mais il est un peu spécial, mais la plupart des gens pensent que les masques en intérieur ne servent plus à rien. Et donc Davido dit, mais non, détrompez-vous, évidemment, il continue à servir et il continue à empêcher la transmission dans les deux sens, c'est-à-dire attraper le virus, mais aussi le transmettre si par hasard on en était porteur. Donc ça, si vous voulez, c'est une parole un peu civique. C'est aussi notre vocation. On n'est pas que un journal de description de la réalité, on est aussi un journal qui a vocation à donner des conseils civiques. Or, il se trouve que ça rejoint, au fond, les intuitions de l'exécutif actuel. Ça fait 2 semaines qu'Elisabeth Borne dit aux gens, mais je vous en prie, on ne va pas vous obliger, mais remettez-les dans les endroits fermés. Donc c'est vrai que Davido apporte une pierre à l'édifice de cette nouvelle parole gouvernementale. À mon avis, tout en regrettant peut-être que l'exécutif n'impose pas, notamment dans les transports, le port du masque. Il y a des médecins, alors absolument. Alors, Davido ne le dit pas explicitement, mais il y a des médecins, j'ai entendu Patrick Pelloux, par exemple, avant-hier. Patrick Pelloux fait partie de ceux qui disent qu'il faudrait maintenant que le gouvernement demande le port du masque en intérieur pour éviter justement une situation où ensuite il faudrait... Et ce serait notamment le cas à Nice dans les transports. Alors voilà, Estrosi donc a embrayé tout de suite en disant je veux maintenant que dans les transports de ma ville et de l'agglomération niçoise plus largement, les gens remettent les masques. C'est vrai qu'objectivement, si on réfléchit, je veux dire en citoyen, sans a priori, franchement, sans a priori, évidemment que c'est le bon moyen de freiner les contaminations. C'est, disons, à 80% avec un masque, vous freinez les contaminations. Voilà. Donc, si on veut que les chiffres ne montent pas à 500 000, je crois qu'on peut dire à nos auditrices et à nos auditeurs, sans leur donner de mauvais conseils, qu'ils ont intérêt, à titre personnel, à repratiquer le masque. Avec modération, mais quand même de façon... avec vigilance. Avec vigilance. Merci beaucoup Alexis Lacroix. Le dernier numéro d'Actualité Juive à retrouver dans tous les bons kiosques et sur abonnement depuis le site actualitéjuive au singulier.com. Merci Alexis, à vous, Steve. et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.